Il est 12h, mesdames et messieurs, merci de nous suivre depuis chez vous. Bienvenue dans Afrique Midi, les titres. Les catholiques du monde entier célèbrent aujourd'hui la plus grande fête du calendrier chrétien, célébrant la résurrection de Jésus. La cérémonie sur la place Saint-Pierre a été suivie par des centaines de milliers de personnes. La première messe de Pâques du pape François. En Centrafrique, après la prise de Bangui par les rebelles de la Séléka, plusieurs prisonniers ont été libérés. Dans ce journal, le témoignage d'un ex-détenu de l'ère Bozizé. Je vous le disais tantôt, les catholiques du monde entier célèbrent aujourd'hui la fête la plus importante du calendrier. Pâques, la résurrection de Jésus selon la Bible. Le pape François, qui suscite un élan d'enthousiasme parmi catholiques et non-catholiques, a célébré sa première messe de Pâques et accordé sa bénédiction Urbi et Orbi depuis la loggia de la basilique Saint-Pierre. En Centrafrique, les 10 ans de régime de François Bozizé qui ont laissé des marques dans le pays. L'une des illustrations, une prison où étaient détenus les prisonniers personnels de François Bozizé. Ces prisonniers ont été libérés à la prise de Bangui par la Séléka et l'un de ces prisonniers a accepté de revenir sur le lieu de sa détention pour témoigner. Quelques jours à peine après sa libération, ce prisonnier, incarcéré pour atteinte à la sûreté de l'État, tient à revenir témoigner. On était 6 dans cette cellule, enfermés 24 heures sur 24. On avait droit à un repas par jour, un repas qu'on ne pouvait même pas manger. Parce qu'ils pensaient ne jamais en sortir, les prisonniers ont gravé leur nom sur les murs. Depuis dimanche, tout est resté intact et témoigne des terribles conditions de détention réservées aux prisonniers politiques. On faisait chauffer de l'eau dans ça, on servait de cela. Pour prendre de l'eau qui sortait du WC, remplir dans le petit seau pour se laver avec. Il n'y avait pas d'eau. Et le geôlier faisait ce qu'il voulait. Il tapait les gens à coups de crosse de Kalachnikov, même dans les cellules. Les gens étaient blessés, on les amenait par l'hôpital. Il faisait très très chaud, donc on perdait la peau. Privés de soins, privés de justice, combien sont-ils à avoir enduré les geôles spéciales de François Bozizé durant sa décennie de pouvoir? Le chiffre reste encore à établir. On savait qu'avec Bozizé, on pouvait pas sortir. On priait tous dans les cellules pour que la rébellion entre à Bangui. Et quand on est sorti, les gens couraient de partout. Parce qu'il y en a qui étaient là presque 2 ans sans voir la lumière du jour. Je ne peux pas rester ici. Excusez-moi. À leur libération, dimanche, une trentaine de détenus à bout de force sont sortis de ce bâtiment. Toujours en Centrafrique, Michel Djotoja était pour la première fois depuis son coup d'État dans les rues de Bangui hier samedi face au public sorti nombreux pour l'acclamer. Il a promis de ne pas suivre les pas de François Bozizé et de rendre le pouvoir dans 3 ans. Plus un bruit ne s'échappe du palais présidentiel. Juste les pas de ce soldat de la Séléka chargé de monter la garde. Pourtant ici, tout a déjà été pillé. Au sol, le Capharnaüm, tout ce qu'il reste du président renversé, François Bozizé. Le cœur du pouvoir désormais, c'est ici, un hôtel de luxe ultra sécurisé. Vous avez du calibre 17 ? Vous avez du A52, vous serez en tête de convoi. Reculez. Il, c'est Michel Djotoja. Ce samedi, il sort dans Bangui pour la première fois depuis son coup d'État. Monsieur le Président, c'est la première fois que vous rencontrez les banquistes. S'il vous plaît. Sécurité, s'il vous plaît. On va les rencontrer ensemble. Le triomphe du chef rebelle devenu président.
Sur la place de la République, ils sont plusieurs centaines à l'acclamer. Rien de très spontané, comme au temps de son ennemi juré. Et pourtant ce samedi, il promet de ne pas suivre les pas de François Bozizé. Je demande à Dieu Tout-Puissant de me donner la force et l'intelligence, à moi et mon Premier ministre, de bien gérer la Centrafrique pendant les 3 ans à venir. Nous allons remettre le pouvoir à celui qui viendra nous succéder. Il aura fallu une semaine à Michel Djotodia pour dire sans ambiguïté qu'il ne se présentera pas à l'élection présidentielle de 2016. L'écologiste gabonais Marcona n'est pas étonné de sa condamnation. Il écope de 6 mois de prison avec sursis pour diffamation envers le chef de cabinet du président Ali Bongo. Il est bien décidé à continuer ses activités. Marcona ne s'émeut guère de sa condamnation par la justice gabonaise. 6 mois de prison avec sursis et 5 millions de francs CFA, soit un peu plus de 7 500 €. Militant pour la transparence des responsables politiques, il fait les frais de ces accusations contre le chef de cabinet de la présidence, Liban Soleiman. J'ai accueilli ce verdict avec beaucoup de sérénité. Je ne m'attendais pas à autre chose que ce qu'ils ont pris comme décision. Je suis prêt à redire exactement ce que j'ai dit à la barre. Il y a collision entre les responsables politiques, surtout ceux de la présidence, et Olam. Lors d'un débat télévisé, Marcona avait affirmé que la filiale locale du géant singapourien Olam appartenait au chef de cabinet d'Ali Bongo. Un conflit d'intérêts manifeste, mais dont le militant n'a semble-t-il pas réussi à apporter les preuves devant la justice. Selon l'avocat de Liban Soleiman, la condamnation pour diffamation est donc parfaitement justifiée. C'est à celui qui a diffamé, qui a tenu des propos diffamatoires, de rapporter la preuve de ce qu'il dit. En l'occurrence, Marcona a soutenu et a affirmé qu'il détenait la preuve d'une éventuelle collusion de la part de M. Liban Soleiman. C'était l'occasion pour lui, devant le tribunal, de rapporter ses preuves. Et nul autre que lui ne pouvait le faire. Marcona a annoncé qu'il ferait appel de cette décision. Sa condamnation suscite les critiques de nombreuses ONG au Gabon et à l'étranger qui dénoncent une instrumentalisation de la justice et une grave atteinte à la liberté d'expression. Et en bref, au Mali, un nouvel attentat suicide samedi dans la région de Tombouctou. Un djihadiste a fait exploser sa charge après avoir tenté de forcer un barrage tenu par les militaires. Un soldat malien a été blessé et le kamikaze, lui, a été tué sur le coup. Il est accusé d'avoir insulté l'islam, les frères musulmans et le président Mohamed Morsi. Bassem Youssef, qui est l'un des humoristes les plus célèbres d'Égypte, risque la détention. La justice a émis un mandat d'arrêt contre lui. L'humoriste s'est présenté comme il l'avait promis de lui-même au parquet ce matin. La satire comme arme de prédilection, voilà comment Bassem Youssef fait le show. Comment il critiquait les candidats lors des dernières législatives égyptiennes. Nous nous moquons de ceux qui utilisent l'argent et la nourriture pour acheter les votes des gens et on se moque des tactiques électorales en général. Mais son penchant pour la satire et la provocation lui a attiré les foudres du gouvernement. Avec l'humour qui lui est propre, sur Twitter, l'animateur a confirmé le mandat d'arrêt dont il fait l'objet. Accusé d'avoir blasphémé contre l'islam et d'avoir insulté le président Morsi. J'irai demain au bureau du procureur général, à moins qu'il ne m'envoie une voiture de police aujourd'hui, ce qui me permettra d'économiser de l'argent en transport. Bassem s'est effectivement présenté ce matin. Cet humoriste est un pur produit de la Révolution. Chirurgien de profession, il est scandalisé par la couverture des événements dans les médias d'État et décide alors de donner sa propre version des choses, celle qu'il voit sur le terrain. Ses premières vidéos apparaissent sur Internet avec comme studio son appartement. Aujourd'hui, de jeunes volontaires lui prêtent main forte. Bassem et son équipe commencent visiblement à agacer en haut lieu.
Le Forum social mondial a pris fin hier à Tunis avec un incident. Des journalistes marocains ont été victimes d'agressions par des membres du Polisario pour avoir exprimé leur opinion sur la marocanité du Sahara. Une agression condamnée vigoureusement par la Fédération africaine des journalistes. Je vous propose d'écouter son président ici. Ce qui s'est passé à Tunis est déplorable. Il est inacceptable que des journalistes soient agressés. Nous sommes contre toute forme d'agression à l'encontre des journalistes. C'est une attaque contre la liberté de la presse et la liberté d'expression. Nous appelons les autorités tunisiennes à garantir les libertés et les droits des journalistes marocains. Au moins 19 morts en Tanzanie au lendemain de l'effondrement d'un immeuble dans le centre de Dar es Salaam, bilan qui pourrait s'alourdir encore. 25 à 35 personnes sont toujours portées disparues. L'immeuble qui comportait 15 étages était en cours de construction. Selon des témoins, outre les ouvriers, il y avait au moment du drame des enfants qui jouaient à proximité du chantier et des vendeurs ambulants. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez retrouver le débat du dimanche à partir de 19h avec Sekou Tangara et Afrique Soir à partir de 20h. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt sur Africable.